Bonsoir à tous, Sahaf Tolkom et Sahar Ramadankom encore une fois. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro santé. Avec moi aujourd'hui le professeur Kamal Sonhaji. Bonsoir, Sahaf Tolk, professeur. Bonsoir madame, Sahaf Tolkom, Saha Siamkom, Saha Sahorkom, ça dépend. Nous on est en train d'enregistrer juste après l'iftar. Allah yassalmik, Monsieur Sonhaji. Donc, je rappelle que vous êtes professeur en immunologie. Vous êtes également président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce sujet dont on a parlé, vous et moi, il y a une année déjà, au début de l'apparition de cette pandémie. Nous avions des éléments, mais des éléments manquants. Aujourd'hui, après une année, on va essayer de faire le bilan et essayer de parler de la situation ici en Algérie. Alors, après quelques semaines d'accalmie, on va dire ça comme ça, professeur Sonhaji, on a une petite augmentation des cas des personnes atteintes de Covid-19. Est-ce que c'est effrayant ou ce n'est pas encore le cas? Écoutez, ce n'est pas encore le cas, mais le risque est toujours là. Quand on voit qu'on est à plus de 145 millions de personnes contaminées dans le monde, hein, avec 3 millions de décès, on voit bien que ça augmente d'1,5 million de contaminations tous les 2 jours dans le monde. Hein. Et donc, avec l'avènement de tous ces variants, en Algérie, effectivement, nous sommes dans une situation relativement favorable, intéressante, puisque nous avons eu tous ces derniers temps donc un nombre de contaminations qui était inférieur à 100. Ensuite, la dernière semaine, ça a augmenté un petit peu en parallèle hein, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et c'est tout à fait normal, le virus circule. Et puis, le souci, ce sont les variants. On va en parler, professeur Sonhaji, d'accord, très bien. Plus tard. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'on assiste à une tendance haussière? Oui, on est en train d'assister à une tendance haussière. Et cela peut s'expliquer donc d'une façon rationnelle, logique. Nous avons donc l'arrivée de ces variants. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure dans le détail. Et puis ce qui est inquiétant, c'est le réflexe humain qui revient, donc chasser le naturel qui revient au galop. La baisse de vigilance, est-ce que vous pensez que c'est la cause principale? Oui, c'est la cause, je dirais que c'est la cause principale parce qu'on voit dans les quartiers, dans les marchés, etc., c'est affolant. C'est affolant, je veux dire, le comportement de la population. Et là, je persiste à redire encore, on le dit pas souvent, on le dit pas assez, c'est de se concentrer et de mettre le paquet actuellement sur la prévention. La prévention, donc, on voit qu'on n'utilise plus les masques. Les masques sont... Les gestes barrières, de manière générale, ont un petit peu disparu. Les gestes barrières. Les masques, c'est très, très important. C'est le moment le plus adapté. Et surtout toujours je reviens avec le variant. Parce que il a ces variants des capacités de pénétration assez importantes et de contamination, de contagiosité beaucoup plus importante et beaucoup plus qui impacte plus la population et là donc avec les caractéristiques propres de ces variants qui vont beaucoup plus vite, donc les mesures barrières doivent être à la hauteur. Le masque doit être remis de façon rigoureuse. Le variant, peut-être qu'il pénètre plus, qu'il agit plus, etc. Donc c'est le moment. On ne baisse pas la garde. Le masque est très important actuellement, et même les distances sont peut-être à revoir. Au lieu d'1 mètre ou d'1,5 mètre, il serait bien au moins de procéder
à des distanciations de 2 mètres au moins entre les gens qu'il puisse y avoir une distance de façon à ce que le virus ne peut pas se déplacer d'une personne à une autre facilement. Professeur Sanhaji, je parlais tout à l'heure d'une période d'accalmie, en quelque sorte. Moi, j'aimerais avoir votre avis par rapport à certaines personnes et certains observateurs qui parlent de l'Algérie comme étant un pays qui a atteint l'immunité collective pour justifier une certaine stabilité des cas atteints de Covid-19. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on en est loin encore? Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, l'immunité collective, ce n'est pas possible actuellement. Il y a eu deux études, une dans la région d'Alger, une autre à Oran, de séroprévalence, mais sur un échantillon réduit de 1000 personnes qui ont été testées, mais dans des études, on a montré que il y avait à peu près 50% de ces 1000 personnes qui étaient testées, elles avaient des anticorps. À Oran, il y avait un peu plus de 36% qui avaient des anticorps, mais c'est peu comme échantillon. Et c'est là où il faudrait procéder à des études de séroprévalence beaucoup plus importantes et qui touchent beaucoup de franges de la population pour pouvoir avoir l'image réelle de cette immunité collective. Et elle existe en partie, bien sûr. C'est possible de faire cette étude ici en Algérie? Oui, c'est possible, mais actuellement, le souci, c'est qu'on s'occupe pour tout ce qui concerne l'acquisition des vaccins. Mais il faudrait que cette étude soit réalisée. Elle peut l'être, donc ça nécessite quelques moyens d'utilisation, d'acheter des kits, etc., de façon un peu plus, à un niveau beaucoup plus élevé, avoir plus de tests pour tester plus de gens. Quant à cette étude enquête de séroépidémiologie, et c'est là où on aura peut-être une image réelle, mais il y a une immunité au sein de la population parce qu'il y a du monde qui a été contaminé. Oui. Et tous ces gens-là qui ont été contaminés à part ceux qui sont malades, qui ont des comorbidités, ils sont, entre guillemets, ils sont protégés. Donc, auquel doit se rajouter la vaccination. Donc, on parle d'une dose au lieu de 2 doses pour les personnes qui sont guéries. Oui, l'Agence de sécurité sanitaire donc, a préconisé donc, de faire comme se fait ailleurs, donc en Europe, c'est que les personnes qui ont été contaminées auparavant nécessitent en réalité qu'une seule dose, c'est la dose, elle sera la dose de rappel. La dose infectante, la primo-injection, c'est l'infection naturelle. Et je peux vous dire que les études qui ont démontré le bénéfice de cette procédure de vacciner avec une seule dose les personnes ayant été contaminées, c'est beaucoup plus intéressant parce que lorsqu'on vient avec une seule dose, ce qu'on appelle les boostés, donc ce sont des articles scientifiques qui le démontrent et qui montrent des niveaux d'anticorps beaucoup plus importants que les personnes qui ont été vaccinées normalement, c'est-à-dire avec 2 doses, des personnes vierges qui n'ont pas été contaminées, vous faites une dose, ensuite une deuxième, un rappel, et ben, ceux qui ont une seule dose et qui ont été contaminés répondent beaucoup mieux avec des niveaux beaucoup plus importants. Et c'est pour cela que je vais vous dire, par rapport à l'Algérie, c'est intéressant, dans la mesure où actuellement, nous avons encore du mal à acquérir les doses, les quantités de vaccins qui ont été programmés à cause des développeurs de vaccins, hélas, qui tardent un petit peu à livrer, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais vous savez, chez nous, nous avons 120 000 Hongrois, il y a un peu plus,
120 000 personnes qui sont contaminées officiellement, connues avec des PCR, etc. Au lieu de leur donner deux fois 120 000 doses, parce qu'il y en a 120, il y en a 120 000, eh ben, on leur donne on leur donne une seule dose comme rappel, et la deuxième tranche des 120 000 qui leur est destinée, on peut l'utiliser pour vacciner 60 000 personnes, 60 000 personnes, le vierge, qui n'ont rien. Donc, ce sera presque gratuit. Donc, là, ça devient intéressant. La France l'utilise. Je ne sais pas, l'Italie et les États-Unis sont en train de l'utiliser. Donc, c'est intéressant de vacciner avec une seule dose les personnes qui ont été déjà contaminées. Dites-moi, professeur, vu qu'on parle de vaccins, ça reste pour l'heure en tout cas la seule solution pour endiguer l'épidémie. Quelle est l'efficacité des différents vaccins qui se trouvent sur le marché actuellement et lequel, selon vous, est le meilleur et qui donne de meilleurs résultats? Je vais vous dire une chose. Le meilleur vaccin est celui que vous avez. C'est-à-dire, tous les vaccins qui existent actuellement sont équivalents. Parce que, en fait, 94%, 95%, 91%, 80%, etc., cela n'est pas très important. Quand on vaccine avec n'importe quel type de vaccin, les anticorps que vous allez produire pour vous défendre contre ce vaccin ne peuvent pas révéler lequel des vaccins vous a été donné. Donc, vous aurez des anticorps à des niveaux élevés de la même façon. Vous avez des vaccins, par contre, ces différents types de vaccins, vous avez des vaccins qui ont été fabriqués selon un mode traditionnel. Ce sont des vaccins atténués ou inactivés, etc., ou tués, c'est-à-dire on utilise la particule virale qu'on met en culture et qu'on tue par la suite et qu'on vous injecte. Ça, c'est la méthode pasteurienne, c'est le vaccin traditionnel. Vous avez des vaccins à vecteurs qui en fait, ces vecteurs, ce sont des virus généralement du rhume, comme l'adénovirus, qui ne donnent pas de maladies importantes, et dans lesquels on insère une partie du corona, et puis on vous injecte le vecteur. Dedans, vous avez la partie corona, vous avez un petit rhume, mais vous allez vous immuniser contre le rhume, mais vous allez vous immuniser aussi contre le corona. Ensuite, vous avez les vaccins à ARN, qui sont en fait carrément, donc, on reproduit l'ARN du corona, mais dans le laboratoire, donc c'est un ARN synthétique, et quand on vous injecte, il jouera le rôle de l'ARN comme si le virus corona vous a infecté. Et ce sont plutôt les effets secondaires de ces vaccins selon leur mode de fabrication qui vont faire la différence. Les vaccins classiques, les vaccins traditionnels, pour qu'ils fonctionnent bien, pour qu'ils soient ce qu'on appelle immunogènes, pour qu'ils puissent induire une réponse anticorps intéressante, on leur rajoute ce qu'on appelle des adjuvants, des produits chimiques qui permettent d'augmenter, d'améliorer la réponse immunitaire. Ce sont ces adjuvants qui, parfois, donnent des effets secondaires un peu plus importants. Vous avez aussi les adénovirus, par exemple. Vous pouvez avoir comme effet secondaire un effet de grippe, etc. Mais aussi, il peut avoir aussi des effets qu'on n'a pas vus auparavant. Par exemple, celui des thromboses. Éventuellement, parce que les vaccins comme celui d'AstraZeneca, qui a montré qu'on a observé quand on l'a utilisé à grande échelle, c'est là où on voit les effets secondaires qui se sont manifestés par ces thromboses et qui se sont donc traduits par quelques décès, mais les décès dus aux thromboses ne sont pas supérieurs
aux thromboses. Là, là, là. On continue. Oh là là, j'ai coupé, mais bon. Très bien. Alors, on continue. Vous disiez, justement, on va parler d'AstraZeneca. Quels sont les risques majeurs de ces vaccins AstraZeneca ou autres? Quel est le vaccin qui a démontré qu'il avait le moins d'effets secondaires à court et à moyen terme? Écoutez, on ne peut pas le dire de façon claire. Ce n'est que lorsque ces vaccins seront utilisés couramment, c'est-à-dire ce qu'on appelle la phase 4, qui est une phase qui est en dehors des phases d'études cliniques, phase 1, 2 et 3. Ce sont les phases pour la 3 permet de décider l'utilisation d'un vaccin par rapport à son efficacité et sa sécurité. Et la phase 4, c'est celle qui est liée à l'utilisation du médicament, enfin du vaccin dans la vie courante. Et ce n'est qu'après des années qu'on peut savoir si un vaccin a vraiment un effet secondaire important. Ce qui se passe, c'est que ces effets secondaires qu'on a vus chez les vaccins, parce qu'on est focalisé sur l'utilisation des vaccins actuellement et on ne travaille que sur ça. Donc, on est en train de faire d'exploiter ce qu'on observe dans la campagne de vaccination, parce qu'actuellement, tout le monde ne fait que ça. Mais c'est applicable aussi à l'utilisation aussi des médicaments. En général, le risque, il est valable pour tout ce qui est utilisable en médecine, donc comme médicament. Quand vous avez par exemple un médicament classique, quand vous êtes malade, le médecin vous prescrit donc un médicament, vous allez ouvrir la boîte, etc., lire la notice, et vous allez voir les effets secondaires qu'il y a dedans. Et il y a même des effets secondaires importants. Vertige, risque de mort subite, machin, etc. Donc ça, mais ce médicament, vous l'utilisez quand même. Vous allez prendre parce que vous êtes malade. Mais vous avez un risque, il va vous dire, un risque sur 100 000, un risque sur 1 million, etc. Un cas sur tant de milliers ou de millions de personnes qui l'utilisent. Mais dans la situation de pandémie, dans la situation d'utilisation d'un vaccin, vous avez affaire à des personnes qui ne sont pas malades. Oui. On n'est pas malade. Et on nous propose un vaccin. Maintenant, on vous propose un vaccin, c'est un médicament. Ce n'est pas un médicament anodin, mais c'est un médicament. On le propose à des personnes saines. Là, et puis dedans, quand vous regardez la notice du vaccin, on va vous dire il y a une chance sur 100 000 d'avoir une thrombose. Mais vous dites, ben, je ne suis pas malade. Ce qui se passe dans l'inconscient, dans l'imaginaire des personnes, les personnes sont saines, ne sont pas malades, et c'est ça qui déclenche le réflexe d'avoir peur de l'utilisation des vaccins en lisant les risques par quelqu'un qui n'est pas malade. Toute la différence est là. Et c'est ça qui fait le blocage actuellement par rapport aux effets secondaires. Les gens ont peur plus du vaccin que du virus. Et ça, c'est paradoxal. Le virus, quand on l'a, on a plus de malchance de basculer surtout si on a des comorbidités, etc., d'avoir des maladies assez graves. Alors que le bénéfice-risque qui est imputé au vaccin est beaucoup plus en faveur des bénéfices. Donc, normalement, le choix est facile par rapport à la vaccination et c'est le moyen le plus intéressant, le plus efficace donc à adopter.
et accompagner toujours des mesures Barrière. de barrières, des mesures sanitaires. Professeur Senhaji, si je vous entends, c'est la meilleure solution, j'entends bien. Mais est-ce qu'après avoir eu les 2 doses de vaccin, est-ce qu'on peut être quand même testé positif au Covid-19? Écoutez, en principe, non. On est testé positif par rapport aux anticorps. Si on vous fait un test en sérologie, il sera positif parce que vous avez été en contact avec le virus, soit naturellement, soit avec la vaccination, et vous allez produire des anticorps. Là, les anticorps seront positifs. Mais après avoir reçu la vaccination, avec le temps, au bout d'un mois et demi à 2 mois, disons 3 mois, normalement, vous n'avez plus de tests positifs par rapport à la PCR ou par rapport à l'antigène. Si vous êtes encore positif, dans ce cas, c'est que soit une anomalie au niveau de l'individu, donc ce qui est rare par rapport à un déficit, à un trouble de système immunitaire, etc. Ou bien, si on s'avère positif après une vaccination tout à fait classique et normale, c'est que la positivité est reliée plutôt à un virus mutant qui a muté de façon très importante, de façon à ce que le système immunitaire le voit comme étant un agent nouveau, parce qu'il s'est tellement modifié que notre système immunitaire le voit comme étant différent, il déclenche de nouveau une réponse immunitaire, et c'est dans ce cas on peut être positif si les cas que je viens d'évoquer se vérifient. Très bien. Professeur Senhaji, on parlait justement du retard enregistré par l'Algérie en matière d'importation de vaccins. On sait que l'Agence nationale de sécurité sanitaire prévoit donc de créer un centre de vaccinologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail, l'objectif et pourquoi vous avez pensé à cela? Oui, c'est en fait l'Agence de sécurité sanitaire aussi travaille dans la cohérence d'une politique du système de santé. Donc, il ne suffit pas seulement d'acquérir des vaccins ou de fabriquer à titre de dépannage. Par exemple, le vaccin Sputnik qui est en train donc d'être mis en place dans les prochains mois. Ce sont des solutions d'appoint. Il serait logique que l'Algérie se mette en position pour qu'elle puisse produire des vaccins, pas seulement contre le corona, mais des vaccins contre les agents des pandémies, des épidémies, des pandémies par anticipation qu'on pourrait avoir dans le futur. Et il y en aura, hélas, parce que la biodiversité a été bouleversée avec l'environnement, les pollutions, la déforestation, etc. Et que la faune et la flore a été perturbée, si bien que les animaux, etc., qui étaient dans cet écosystème sont perturbés. Et par exemple, quand on a une déforestation importante, certains animaux, tels que, par exemple, si on prend le cas des coronas, comme le réservoir a été la chauve-souris, les chauves-souris ont fui et se sont déplacés dans les villages, etc. Et la proximité de ces animaux a fait que il y a une passage donc d'espèces, donc on passe d'une espèce à une autre, alors qu'avant, donc si on avait respecté la nature,
toutes ces maladies, tous ces animaux étaient à leur place et qu'on ne serait pas dans cette situation. La preuve en est que les 70% des maladies, des infections virales chez l'homme sont d'origine, sont des zoonoses. Ce sont donc des virus d'origine animale qui ont muté et qui se sont transformés et qui ont fait le passage donc d'espèces de l'animal vers l'homme. Donc on va rentrer dans cette ère des épidémies. Et c'est pourquoi, je reviens à votre question, la mise en place d'un centre de vaccinologie est plus qu'indiquée, parce que un centre de vaccinologie va fonctionner avec des chercheurs qui vont prendre en charge toutes ces maladies virales, en particulier animales, et elles sont étudiées en temps utile, en dehors des pandémies, en dehors des épidémies, et par anticipation. Donc ces chercheurs vont se mettre à regarder et à étudier toutes ces infections virales potentiellement qui peuvent passer chez l'homme et avancer. Comme ça, on aura préparé tous les prototypes de ces maladies. Si elles arrivent, on est prêt. Si elles n'arrivent pas, tant mieux. Et je dirais que ce centre de vaccinologie, il faut qu'il aille aussi vers une stratégie de mise au point de vaccins un peu plus vers la technologie ARN, de toutes ces éventuelles et hypothétiques maladies virales qui vont arriver. Pourquoi je dis cela? Parce que la technologie ARN, elle a montré un certain nombre de points positifs et intéressants, tirés par l'expérience des vaccins contre le corona. On vient d'en parler, les vaccins classiques, les vaccins à vecteurs et les vaccins à ARN. Et avec l'émergence des mutants, on voit bien que si vous vous adaptez quand il y a une nouvelle pandémie, si vous allez l'aborder en fabriquant un vaccin classique, vous allez mettre 2 ou 3 ans à produire ce virus en culture, etc. Ça met beaucoup de temps. Si, par exemple, alors qu'il ne faudrait que 6 semaines, un petit mois, un mois et demi, avec la technologie ARN, pour pouvoir adapter le variant éventuel et fabriquer de nouveau un vaccin adapté. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers la technologie ARN pour pouvoir parer aux maladies, aux pandémies et par anticipation qui éventuellement dans le futur, en s'adaptant rapidement si ces maladies à venir allaient procéder à des mutations comme c'est le cas avec le corona. Et donc, ce centre de vaccinologie va pouvoir donc aider à ce que donc notre pays puisse être aussi indépendant et autonome et qu'on ne se retrouve pas dans la situation de pandémie, de pénurie d'approvisionnement en vaccins. Ce serait intéressant en effet. Professeur Sanhadji, on en parlait au début de notre intervention. On va parler de ces variants justement. Quels sont les principaux risques posés par les différents variants du britannique, du nigérian et aujourd'hui on entend parler de l'indien qui fait des ravages.
Oui, de toute façon, les variants sont un produit logique du développement d'un virus. Donc, il y va de sa survie. Donc, il, à chaque fois où il est contré par le système immunitaire quand il infecte quelqu'un, ou bien par la vaccination, le virus est attaqué. Il développe des stratégies d'esquive pour pouvoir s'adapter et ne pas mourir à son tour. C'est ça la mutation, c'est ça la variation. Ces variants concernant le coronavirus, le britannique, indien, sud-africain, nigérian, breton, etc., peu importe, actuellement, la majorité de ces variants sont réceptifs au vaccin actuellement qui existe actuellement. Ces variants touchent en réalité une partie du virus, celle qui se fixe sur la cellule cible quand le virus infecte sa cible. Donc, c'est une partie qui se trouve sur cette protéine S qu'on appelle la spike, la spicule, la tête du virus. C'est avec ça qu'il s'accroche à une cellule cible pour qu'il puisse rentrer dans cette cellule. Et il utilise juste une petite partie de la protéine S qu'on appelle RBD. C'est une séquence qui n'est pas grande, et c'est à ce niveau-là qu'il est en train de muter. Donc il y a un certain nombre de points dans cette séquence qu'on appelle RBD de la protéine S du virus qui change et qui donne à chaque fois où il y a une permutation, un changement d'un élément par un autre, d'un acide aminé par un autre. Donc vous avez une mutation qui émerge et vous avez un variant tel qu'on vient de les citer. Mais comme cette partie est courte, elle n'est pas très très élevée, elle va générer un certain nombre de variants, peut-être 15 ou 20 variants, et ce sera limité. Et on est déjà à une dizaine de mutants, avec tous les mutants qu'on vient de citer. Donc peut-être qu'il y en aura quelques-uns, et encore une poignée de variants, et que j'espère... Justement, le dernier en date, je voulais vous en parler. Il y a la Tunisie qui aurait annoncé qu'il y aurait le variant appelé le variant tunisien sur son territoire et que beaucoup de Tunisiens en seraient porteurs. Est-ce que c'est un danger pour l'Algérie par rapport à la proximité géographique? Écoutez, la proximité géographique est là, mais on voit on sait que les frontières sont fermées. Ça c'est intéressant. Et cet aspect aussi explique chez nous en Algérie la chance qu'on a par rapport à l'absence de flambée. Bon, on voit quelques variants qui sont apparus dans le sud, le variant nigérien par exemple, on le voit vers Ouaddassou, vers Togo, Touargla, etc. Les frontières sont fermées. Comment ça se fait quand les variants et en hausse en plus? Il y a des passages. Il y a des passages clandestins. C'est la preuve, hein, c'est un marqueur évident, comme quoi il y a la porosité de la frontière. Vous ne pouvez pas garder la frontière avec un mur. Il y a bien des points de passage et qui expliquent cette... C'est la seule explication? Écoutez, je ne peux pas... en tout cas, c'est une explication, mais je ne peux pas deviner, je suis pas devin pour un petit peu deviner quelles sont les autres possibilités Scientifiquement, il n'y a pas une possibilité autre que... Oui, mais
on peut aussi avoir des variants localement. On peut générer, et on peut dans les prochains jours et les prochaines semaines dire qu'on a le variant Algérien. algérien. Oui, parce qu'un virus, il mute, et puis s'il y a une mutation qui n'est pas décrite ailleurs et que vous décrivez chez vous, par exemple, chez nous en Algérie, on va le baptiser variant algérien, tout simplement. Alors, on va parler de Covid-19, mais cette fois-ci d'avant-vaccin pour les personnes qui ont guéri, qui ont été atteintes et qui sont guéries aujourd'hui. Elles souffrent de séquelles qui durent quand même depuis plus de 6 mois. Est-ce que vous avez eu vent de ces séquelles en Algérie? Écoutez, oui, on voit bien les patients qui nous décrivent certaines séquelles, telles que l'asthénie, la fatigue, principalement, et parce que Allô? allô, c'est bon? Oui, Reprenez, s'il vous plaît. d'accord. Oui, oui, en effet, il y a des patients qui nous ont décrit certaines manifestations cliniques, telles que l'asthénie, la fatigue, telles que les quelques difficultés respiratoires. Et ça, ce sont des séquelles explicables. Explicables parce que le virus a engendré un certain nombre de dégâts, tels que par exemple la partie fatigue, parce que la personne était alitée, il y a une fente musculaire, etc. Et c'est pas facile de retrouver donc une espèce de forme d'activité tonique. La partie respiratoire aussi, parce qu'on sait que le virus a un tropisme, donc une attirance vers les cellules des alvéoles pulmonaires qu'il touche et qu'il arrive à détruire avec ce nuage de cytokines, etc., qui font des dégâts au niveau donc des alvéoles du poumon et qui sont abîmés. Et ces alvéoles du poumon, c'est un revêtement qui est à l'intérieur de tissu. Et ce tissu, il a besoin d'être régénéré. Donc, donc les échanges, en tant que la personne n'a pas récupéré, n'a pas régénéré tout ce tissu pulmonaire qui a été détruit au niveau de son poumon, il va encore souffrir de séquelles respiratoires. Il y a pour cela, donc, il peut y avoir, par exemple aux États-Unis ou en Chine, l'utilisation de thérapies géniques qui ont utilisé des cellules souches pour régénérer les cellules pulmonaires qui ont été détruites et qui ont donné des résultats intéressants. On injecte ces cellules souches donc au niveau donc du patient et qui vont aller régénérer, refabriquer le tissu pulmonaire qui a été détruit par le virus. Et nous avons des cellules tout à fait neuves et qui remplissent leur rôle dans l'échange de l'oxygène. Mais ça, c'est encore des possibilités thérapeutiques qui ont été utilisées seulement en essai clinique pour prouver qu'il y a des possibilités de traiter au cas où ces séquelles perdurent et persistent. Et justement, à l'étranger, on parle de cas de méningite après Covid-19. Doit-on craindre justement une augmentation des cas de méningite après la pandémie? Écoutez, tout est possible. On découvre plein de choses avec ce virus. Et il y a bien, donc, vous l'avez dit au début de l'entretien, les connaissances de l'année dernière par rapport à maintenant, ce n'est plus la même démarche pour traiter les patients Covid. Hein. Donc, et là, parce que les cliniciens découvrent des caractéristiques pathologiques et nouvelles et qui sont des conséquences de ce trouble
important qui n'a jamais été décrit, où plein de systèmes physiologiques sont perturbés et qui se traduisent par l'émergence de syndromes ou de maladies ou de conséquences qui n'ont pas été, qui n'étaient pas clairement connues et décrites auparavant. Eh ben le cas des méningites donc peut être appliqué à cette possibilité, cette hypothèse. Et professeur Senhadji, donc on va parler d'un point de vue monde. Hein. On a atteint un record mondial, dit-on, de plus de 893 000 cas pour la journée de vendredi, principalement causés par les cas en Inde. Quelle est la bonne stratégie aujourd'hui pour lutter contre le Covid-19? Car apparemment, on n'est pas sorti de l'auberge après une année. Oui. Écoutez, c'est pourquoi vous avez vu, on est choqué par rapport aux images qu'on voit en Inde, par exemple, où il y a des milliers de personnes qui se baignent dans le Gange, qui s'embrassent, qui s'enlacent, etc. Et là, c'est terrible. Hein. Et c'est ça qui a fait cette flambée. Hein. Donc, on voit la fête, s'est passée la semaine dernière, et vous venez de dire qu'il y a plus de 300 000 cas de contamination. Et c'est pourquoi j'insiste, comme au début, sur les barrières, sur les mesures barrières qu'il faudrait impérativement appliquer, adopter de façon sérieuse et importante. Et je vous l'ai dit, on a tous les jours presque 700-800 000 personnes qui se rajoutent. Donc, en gros, c'est 1,5 million tous les 2 jours. Donc, oui. vous avez tous les 2 jours, vous avez 1,5 million qui se rajoutent. Et là, ça devient problématique. Mais solution, donc c'est vacciner en masse pour le moment. Oui, vacciner en masse avec dommage par rapport à la disponibilité des doses dans le monde entier. Il n'y a pas qu'en Algérie. On en souffre parce qu'on en a besoin. Et là, la vaccination, en attendant parce que il y a des vaccins qui vont arriver, hein, donc de plus en plus. Je pense que les États-Unis ont vacciné beaucoup, l'Europe a vacciné, donc les besoins immédiats sont en train de petit à petit de s'amoindrir et par rapport aux utilisateurs. Donc automatiquement, avec relativement dans peu de temps, dans un temps moyen, il y aura des doses qui seront disponibles pour retomber sur les pays qui en ont besoin, les pays du Sud, les pays pauvres en particulier, et qui se mettront à vacciner à grande échelle, nuit et jour, etc. Est-ce qu'on peut espérer un jour trouver un traitement comme on traite la grippe, un médicament au lieu d'un vaccin? Oui, mais le problème avec les virus, il y a très peu d'antiviraux. Les bactéries, on a des antibiotiques qui marchent souvent, mais pour l'équivalent d'antibiotiques, pour les virus et les antiviraux, il n'y a pas vraiment d'antiviral important parce que les virus mutent beaucoup plus que les bactéries, ce qui fait que même si vous innovez, vous trouvez une molécule antivirale intéressante, du jour au lendemain, elle ne le sera plus parce que le virus a muté et pour échapper et se reproduire d'une autre manière sans tenir compte de l'antiviral. Mais il y a des antiviraux quand même qui sont en train d'être mis au point et j'espère bien que bon, on en aura bientôt. Oui, on en parle hein, donc récemment, donc je crois en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. En Grande-Bretagne.
Oui, oui, il y a des recherches donc là-dessus, et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher d'utiliser un médicament simple que d'avoir affaire à utiliser des vaccins qui demandent une technologie onéreuse et fastidieuse. Allez, on fait un petit retour en Algérie, professeur Sanhadji, pour clôturer ce débat. Donc, dans la crainte d'atteindre une troisième vague, l'Algérie est aux portes peut-être d'une troisième vague, en tout cas, elle n'en est pas à l'abri. Est-ce qu'il y a possibilité de revenir à un confinement plus strict après le Ramadan? Écoutez, ce sont les résultats qui vont parler. C'est normal si, en cas où il y a une flambée, en cas où il y a une catastrophe, il faudrait confiner. Il faudrait, même s'il faudrait confiner totalement, il est de l'intérêt de tout un chacun. Et c'est tout à fait normal de se fier et De prendre des mesures? et de prendre ce genre de mesures. C'est tout à fait logique. Moi, je vois pas quand vous avez un danger imminent, un danger fatal, un danger létal, pardon, devant vous, et en ayant un minimum de mesures, en connaissant un minimum de mesures pour pouvoir au moins se barricader et de laisser la vague passer. Moi, je vois pas d'inconvénient pour qu'on puisse confiner de façon importante et sévère, parce que c'est dans l'intérêt du citoyen. Et je suis même pour qu'on puisse anticiper, et l'Agence de sécurité sanitaire le préconise, pour qu'on puisse, en cas où on est envahi par une flambée de coronavirus, en particulier avec les nouveaux variants. Et il faudrait peut-être penser à mettre en place des centres hospitaliers, 3 ou 4, dédiés seulement au Covid, et qui ne feront que le Covid, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer, et puis ça limitera la propagation du virus. Au lieu en cas de pandémie avec ces variants, en cas de catastrophe, hein, entre guillemets, j'espère pas, mais il faudrait pas que les patients contaminés puissent être pris en charge dans tous les services hospitaliers, dans tous les hôpitaux, etc. Et c'est le moyen de propager le virus. Hein. Et là, ça, il serait intéressant de penser à ce que deux centres soient implantés à l'est, et puis 2 centres à l'ouest, 4 grands centres, et qui vont un petit peu prendre en charge tous les patients donc qui sont contaminés de Covid. Covid. Je vous dis, ça permet donc de mieux gérer que de gérer des milliers de centres, des milliers de services, et puis de limiter la propagation des virus, et puis de permettre au personnel soignant d'être dédié s'éparpiller. Voilà, donc au bout de 3 mois, par exemple, le retirer et mettre d'autres équipes, donc qui ont plus de souffle, etc., parce que les autres sont déjà épuisés, que de traiter toute l'année dans tous les hôpitaux algériens, dans tous les services deviennent Covid, et là le personnel sera à bout, sera épuisé. Et là, c'est peut-être une solution au cas où une éventualité, j'espère, Inch'Allah, que cette on n'arrivera pas là. possibilité ne puisse pas arriver chez nous.
et quand même, il faudrait y penser. Eh ben, merci beaucoup, professeur Kamel Merci. Sanhadji, d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris du temps pour le faire et pour votre disponibilité à chaque fois. J'espère qu'on a répondu au maximum aux questions que les gens se posent et à leurs inquiétudes. Donc, on rappelle les gestes barrières, professeur Sanhadji, pour finir. Les gestes barrières, donc, c'est le plus important. Je pense actuellement, ça, c'est gérable, c'est simple. On sait comment le virus se transmet. Il est surtout manuporté. C'est quand on touche et on se touche, etc. Et il peut être donc, il peut passer par les postillons, par etc. Donc là pour le masque. Voilà, il faut porter le masque. Et il faudrait peut-être augmenter les distances. Et il faudrait pas se réunir nombreux dans un espace fermé, ou bien se réunir subrepticement pendant donc peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et puis se terminer. Ouvrir et aérer donc ces espaces dans lesquels on s'est réunis pour ne pas avoir une concentration importante des productions et des émanations de virus qui peuvent être générées dans cette ambiance où les gens sont réunis, se laver les mains, etc. À chaque fois, on est en contact avec l'extérieur, où on va faire des courses, etc. Les paquets, les désinfecter, les nettoyer, etc. Donc, rentrer chez soi, la première chose à faire, c'est de se laver, se nettoyer les mains, de laver les paquets, etc. qu'on a amenés de l'extérieur, enlever les chaussures, etc. Et puis aérer souvent son habitat et respecter les distances entre les membres de la famille, les amis, etc. Donc voilà. Et éviter les accolades et les embrassades. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, professeur Sanhadji. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un autre numéro. Saha Sahurkom, vous qui nous regardez, Saha Sahurka, vous aussi, professeur. Au revoir. Merci beaucoup, c'est moi. Au revoir, mesdames.